partout dans les glaces, note toujours comique dans ce paysage souvent sévère, le commandant Charcot rencontre des manchots, improprement appelés pingouins. Ceux-ci sont des pingouins Adélie, l'espèce la plus répandue dans l'Antarctique. Il est arrivé au 145e degré de longitude est, ayant déjà parcouru plus de 500 milles sur le front des glaces et du 11 au 14 janvier, le bâtiment reste en attente, partant complètement bouché, le plus sud possible au voisinage d'iceberg, susceptible de fournir un plan d'envol à la première éclaircie. On croise encore des troupes de pingouins empereurs, gros oiseaux à collier jaune de 1,20 m de haut, invraisemblables animaux qui, au contraire des autres pingouins, ne viennent dans le pack que l'été, restant tout l'hiver dans leur roquerie sur le continent, couvrant leur progéniture en pleine nuit antarctique par -30 ou -40 pendant 3 mois de suite. La température s'est sensiblement réchauffée. C'est à peine s'il gèle vers minuit dans une lumière de crépuscule qui se transforme lentement en aurore. Et au milieu du jour, il fait +4 ou +5. Aussi, le 14 janvier, le temps ne donnant aucun signe de changement, le commandant décide de faire route au sud, dans les glaces denses qui entourent le bâtiment, et que la température douce des jours précédents a fait d'un abord plus aisé. Aux glaces épaisses et chaotiques, succède brusquement un pack tout récemment disloqué, comme un puzzle encore en place, dont les morceaux qui s'emboîtent les uns dans les autres apparaissent unifiés, comme le carrelage d'une allée de jardin. Certains morceaux présentent des dimensions de plusieurs centaines de mètres. C'est la banquille et des îlots rocheux en servent en petite baie où sera fait le débarquement. En souvenir de notre camarade des expéditions Corambidon de Port-Martin. On avance prudemment car les fonds sont très malsains, encombrés de roches et de récifs presque à fleur d'eau. On sonde au MJ3 d'une façon continue. Monsieur André Lyotard, debout sur la bande, découvre le domaine dont il va prendre possession. Un chaland est aussitôt conduit à terre. On aménage le point de débarquement. La berge de glace est attaquée à la pioche pour diminuer la pente trop raide. On débarque du bois et le premier travail des charpentiers est la construction d'un slip pour le hissage à terre du matériel. L'opération la plus urgente est ensuite la mise à terre des Weasels, tracteurs à chenilles de l'expédition. Le vent s'est enlevé dès le premier soir et il faut attendre la fin du second jour pour tenter l'opération. Les Weasels sont débarqués l'un après l'autre dans les chalands. C'est une opération délicate car ils pèsent chacun 2,7 tonnes. Les chalands sont presque au ras de l'eau. Le clapot les remplit, il faut décoper et pomper sans arrêt pendant tout le trajet. Et déhaler les chalands à la main car le canot à moteur qui devait normalement les remorquer vient de tomber en avarie. Un des chalands arrive à terre prêt à couler bas. Il était temps. Le moteur de Weasel est mis en route et d'un seul coup, le Weasel de Slipil le dépasse et il arrive victorieusement sur la glace du continent.
soir, un vent violent se lève, venant du sud, qui dévale du plateau glacé et fait fumer la rade, oblige à rehisser les chalands et suspendre les opérations de débarquement. Le 23 janvier au soir, la tempête se lève si vite, avec un vent de plus de 100 km à l'heure, qu'il est impossible d'aller chercher le personnel de terre. Celui-ci se réfugie dans des tentes provisoires. Il y restera pendant 3 jours, la tempête augmentant à tel point que le commandant Charcot, qui chasse sur ses angles, est obligé de dérader et de se tenir au large. En guise de consolation, les spécialistes de la météo disent que le phénomène est purement local et qu'à 400 mètres d'altitude, il n'y a pas un souffle de vent. Le 27, le beau temps revient avec la même rapidité qu'il avait mis à se battre. Et le débarquement reprend bon train, tout le monde s'y met. Une équipe à bord, une équipe dans les chalands, une équipe à terre. Avec les arrêts forcés dus au mauvais temps, c'est pratiquement en 5 jours pleins de 24 heures de travail que les 250 tonnes de matériel de l'expédition sont mises à terre dans l'ordre prévu au départ. On a travaillé 1 jour sur 3 en moyenne. Le débarquement, commencé le 20 janvier et terminé le 3 février. Aussitôt débarqué, le matériel est empilé sur des traîneaux. Les Weasel viennent à tour de rôle les prendre en remorque et les dirigent vers l'emplacement de la base à 400 ou 500 mètres au large. Cet emplacement a été judicieusement choisi par M. André Guettard à l'écart de la pique du haut plateau glacé. Dès les premiers jours, les spécialistes ont fait sauter des blocs de roche pour déterminer l'emplacement de la baraque et niveler le terrain. À côté des tentes qui servent de campement provisoire, ils ont monté la baraque, aidés par les 2 charpentiers du bord. Le travail étant mené d'une façon continue, quel que soit le temps, la maison a été rapidement montée sur des pilotis solidement ancrés dans le roc, et le 1er février, la dernière ferme était dressée. Les panneaux et le toit de contreplaqué étaient mis en place au fur et à mesure. Il restait peu de temps pour faire du tourisme. Mais on ne pouvait manquer tout de même d'aller rendre visite aux pingouins. Et il y en avait des milliers, groupés en immenses repris dans les escarpements rocheux des alentours. On chasse encore quantité de phoques. Les squats, oiseaux de mer rapaces, viennent aussitôt les disputer aux chasseurs. Plusieurs vols sont effectués pendant le séjour du commandant Charcot au mouillage de la terre à Délu. À 300 ou 400 mètres d'altitude, on a de l'avion une vue plongeante sous les eaux très claires tout le long du littoral. Le plan d'eau est littéralement pourri d'écueils et de hauts fonds, dont l'hydrographie n'a jamais été faite. Et cela justifie les précautions prises pour l'arrivée au mouillage, puisqu'il n'y a pas de carte. Enfin, les chiens sont mis à terre. Ils accompagnent les derniers chalands. On les descend du bord avec des sangles. Jamais ils n'ont été aussi heureux. Et voilà, le débarquement est terminé. La
La mission du Charcot est remplie. On est le 7 février. Il est temps de partir car il y a déjà 2 heures de nuit, le froid se fait plus vif, et il faut pouvoir passer le pack en sens inverse. D'ores et déjà, la base est habitable et habitée pour 1 an. Là vivent maintenant nos amis de l'expédition antarctique française. Lyotard, Sapin-Jaloustre, Pommier, Valette, Paget, Tabuteau, Arders, Marais, Gros, Goujon, Schwartz. Leur pensée ne nous quitte pas. Là, c'est toujours la France. C'est ce que le capitaine de vaisseau Max Duguay a affirmé le 4 février 1950 par une petite cérémonie très simple où marins et membres de l'expédition, réunis autour du mât de pavillon, hissaient ensemble les 3 couleurs.